Bonjour à tous. Pouvoir Magazine reçoit une personnalité, un grand défenseur de la pensée africaine. Il s'agit du professeur Pierre Kipré, ministre, ambassadeur, historien, professeur d'histoire, un intellectuel de haut rang. Professeur Pierre Kipré, la pensée africaine a été un peu disqualifiée par la science occidentale. Quelles sont les actions concrètes qu'on peut amener pour restaurer cette culture africaine? Lorsqu'on parle des cultures africaines, et pendant longtemps, surtout les Occidentaux, avaient considéré qu'il n'y avait pas de culture en Afrique. Et c'est cette espèce de mépris qui a prévalu longtemps dans les pays occidentaux. Et pour répondre à votre question plus précisément, je dois dire que beaucoup de choses ont changé. Et aujourd'hui, je peux dire que ce sont surtout les Africains qui sont en première ligne pour faire connaître leur culture, les réalisations de leur peuple. Une chose est certaine, c'est que la connaissance des cultures africaines a fait des pas énormes, surtout depuis les années 1950. C'est à la fois le résultat de l'action intellectuelle d'Occidentaux curieux, mais surtout le résultat des travaux des Africains eux-mêmes. Je résume cela par une expression que j'aime bien. Le travail des intellectuels rebelles, les intellectuels africains rebelles, tout ceux-là qui refusent l'exotisme ou le primitivisme ou la tendance de certains à considérer qu'il y a une essence africaine, donc l'essentialisme africain, à la manière du père Temples. Bref, tous ceux-là qui refusent que la culture ou les cultures soient d'abord d'essence européenne, cette compréhension européocentriste de l'histoire du monde. Vous le dites, mais au niveau des populations, on n'a pas l'impression justement qu'il y ait cet accompagnement-là, cette petite prise de conscience, cette réaction. Est-ce que le problème de cette restauration de la pensée africaine n'est pas un peu handicapé par des décisions politiques? Je dois dire que, et ça c'est pas valable uniquement pour notre pays, ce que je veux dire là, il y a une sorte de grande paresse que je constate dans une bonne partie de l'élite africaine. Paresse à réfléchir. Grande paresse à s'intéresser aux choses de l'intellectuel, de l'intelligence. Choses de l'intelligence. Parce qu'il faut faire la distinction, et ici il faut faire la distinction entre intellectuel et diplômé. C'est pas pareil. Le diplômé, c'est celui qui a passé des examens, qui a un titre, ingénieur, docteur. L'intellectuel, c'est celui qui parfois n'a même pas de diplôme, mais qui pense, qui se pose la question du pourquoi, du comment, de telle situation qu'il rencontre dans la vie, et qui tente de donner une réponse rationnelle. C'est ça l'intellectuel. Et
depuis toujours, l'Afrique a eu des intellectuels. Car, contrairement à ce que l'on peut penser, il y a des populations africaines qui déjà à l'époque, avant l'arrivée des Blancs, écrivaient dans leur langue. Les Temné, les Mende, ou les vieilles écritures, des vieilles comme l'Amharique en Éthiopie, les hiéroglyphes égyptiens qui ont été utilisés aussi dans ce qui est aujourd'hui le Soudan, ou les langues ou l'écriture arabe utilisée par certaines de nos populations. Le Peul, par exemple, les Peuls utilisaient la graphie arabe pour traduire leurs pensées, leurs réflexions philosophiques, écrire des poèmes. Dans le nord de la Côte d'Ivoire, je vous au lieu d'aller très loin, dans le nord de la Côte d'Ivoire, on a retrouvé, il n'y a pas si longtemps, on a retrouvé des tariks écrits directement en langue malinké, mais avec une graphie arabe, en langue malinké, en langue sénoufo. Ça a disparu. Mais ça existait. Tort de dire que nous sommes une civilisation de l'oralité. L'oralité est effectivement l'élément dominant de nos cultures. L'oralité est, comme le disait Feu Bernard Dadier, c'est le livre habituel des Africains. Parce que c'est dans l'oralité que vous avez les textes, que vous avez l'histoire des populations, que vous avez la sociologie des populations, les religions, la cosmogonie, etc. Les proverbes, les devinettes, les formules de politesse, etc. C'est dans l'oralité. La langue a été perçue par nos ancêtres comme non seulement un élément d'intercommunication, mais aussi comme le véhicule le plus sûr de diffuser nos valeurs, de diffuser tout ce que nos cultures pouvaient avoir de richesse. C'est aussi le moyen par lequel l'homme est homme. L'homme est homme par la parole qu'il donne et au respect de la parole. La parole, donc, la langue est essentielle dans la plupart de nos populations, même celles qui écrivaient, même celles qui avaient l'écriture, la parole était la parole. À la naissance du monde était la parole. Ça, vous le voyez dans les religions révélées, mais dans nos cultures aussi, ça existait. Kassa bia kassa. La parole est vraie, dit le langage tambouriné. Qui veut
sa véritable humanité, respecte la parole. Donc la parole est essentielle. C'est là-dedans qu'on trouve toutes les valeurs africaines, toutes les valeurs qui comptent. Le mensonge n'est pas une valeur. La malhonnêteté n'est pas une valeur. L'honnêteté est une valeur. La vérité est une valeur. Donc, vous voyez que par rapport à tous ces éléments, lorsque je parle de nos cultures, il y a une dimension qui est celle de la totalité et qui est celle de l'identité. Celle de la totalité parce que nos cultures anciennes touchent tous les domaines. Mais en même temps, c'est elle qui caractérise au mieux les traits de telle ou telle communauté. Vous êtes baoulé, vous parlez baoulé, mais vous ne faites pas que parler baoulé. Vous connaissez les contes, les proverbes, les formules de politesse. Tous ces éléments qui concourent à l'information et à la formation. Tout cela est contenu dans la culture, dans les cultures, et identifie, distingue un baoulé d'un malinké, un malinké d'un krou, un krou d'un gour. Donc, c'est tout ça, la culture. La culture aussi, c'est la forme d'organisation de la société. La culture, c'est la forme d'organisation de la société. C'est la forme d'organisation politique de la société. Et donc, le rôle des structures politiques et le rôle du fonctionnement de la structure politique est important dans le rendu de la culture. Du temps de nos ancêtres, il n'y a pas un moment où on décide que, bon, voilà, on va faire telle chose, on va adopter. Non, ce sont les faits de société qui vous amènent à choisir telle mesure qui deviendra par la suite, à force de répétition et tout, qui deviendra la coutume. Mais au jour d'aujourd'hui, c'est différent parce que l'État et la société ne font pas corps. Et l'État s'arroge le droit de décider des changements à introduire dans la société en fonction du rapport de force qui prévaut au niveau de la gestion de l'État. À ce moment-là, l'État qui s'arroge ce droit, s'arroge aussi le droit de favoriser tel ou tel aspect de la culture à travers notamment des institutions comme l'école. L'État s'arroge le droit
depuis la colonisation, de faire la distinction entre l'éducation qu'on donne à la maison et l'éducation publique qui s'applique à tout le monde. En oubliant que cette éducation du temps de la colonisation concernait le devoir du colonisé à accepter l'autorité du colon, à accepter l'exploitation du territoire par les colons, accepter l'autorisation du colon d'obliger tout le monde à parler sa langue et à adopter ses valeurs. Vous avez évoqué tout à l'heure une question importante qui est celle des langues africaines. Vous avez évoqué le baoulé, le doula, toutes ces langues africaines-là. Dans la société moderne, quel rôle ces langues-là peuvent jouer dans la revalorisation et la redécouverte de ces cultures? Le rôle de la langue est important. D'abord, comme je l'ai dit tout à l'heure, un rôle d'identité. Disons, avant d'arriver au rôle d'identité, disons, de l'intercommunication, d'abord. Deuxième niveau, le rendu des valeurs qui sous-tendent cette langue. Et enfin, l'identité générale de la communauté qui pratique cette langue. Si vous voulez faire partie, ou en tout cas, si vous voulez vous faire adopter par une communauté, parlez d'abord sa langue. Parlez d'abord sa langue. Et certains administrateurs coloniaux en ont profité, se sont arrangés pour comprendre quelques mots dans nos langues, et puis c'était gagné. Ah, il parle ma langue. Donc, on lui dit, voilà. Donc, il y a cet élément. La deuxième chose importante, c'est que dans une société plurilinguiste, et vous avez un problème d'intercommunication qui constitue aussi un blocage si vous voulez être une communauté cohérente. Une communauté cohérente, voire une nation. Je prends le cas de notre pays. Il y a 60 langues. 60 langues. Et on se dit, on ne pourra jamais. D'abord, la notion, pourquoi j'ai parlé de communauté, pas d'ethnie. Les ethnies ont une histoire, comme dirait un de mes collègues, mon cher ami Elikia Mbokolo. Les ethnies ont une histoire parce que les ethnies ne sont pas figées. Les ethnies ont une histoire parce que les ethnies s'ouvrent nécessairement au métissage. Les ethnies ont une histoire parce que l'ethnie est aussi un argument politique. Je n'insiste pas trop sur cet aspect pour ne pas m'entraîner loin. Et donc, si vous voulez constituer demain une nation, il faut au moins que les membres de cette nation se parlent.
et qui se parlent dans une ou plusieurs langues qui traduisent votre identité collective, ce que j'appelais un nom collectif. Certains pays d'Afrique l'ont compris et ont introduit l'apprentissage de nos langues nationales dans le circuit de l'éducation. Je m'étais essayé à vouloir introduire cela du temps où j'étais aux affaires. On m'a fait comprendre qu'il fallait me calmer. C'est pas à l'ordre du jour. Mais le fait est, je prends un exemple tout bête. On a eu la CAN l'année dernière, du moins en début d'année. Côte d'Ivoire, Zaïre, RDC. Pendant que les Zaïrois sont en train de parler en lingala, nous on est là, on parle, je ne sais pas quoi dire. Le petit, comment il s'appelle, Adengra, s'il veut parler à Diakité, il va parler en quoi? Il va parler en français. En français, le gars de RDC a compris. Fais-moi la passe. Or, l'autre, il a dit, fais-moi la passe en lingala. Vous n'avez pas compris. Toi, tu es en train de partir à droite, il a fait la passe à gauche. Je prends cet exemple bête pour dire que le minimum, c'est que les Ivoiriens que nous sommes, nous puissions parler dans une, deux ou trois langues de chez nous. Au moins, on va se sentir proches les uns des autres. On va se sentir proches parce que ce sera notre identité ivoirienne qui sera en train de poindre de cette manière. Si en plus de ça, en plus du fait que j'apprends, je suis bêté, j'apprends le Koulango. Si en plus de ça, en apprenant le Koulango, j'apprends les proverbes Koulango, j'apprends les coutumes Koulango en Koulango. Le Koulango va dire, ah, Ibrahima, c'est mon frère. Il pourra venir s'installer chez moi comme il veut et moi, de même aller chez lui. Bref, vous voyez que la langue est quelque chose de considérable dans le fonctionnement de la culture et pas simplement dans les productions culturelles et pas seulement dans le rendu des biens culturels. Déjà au niveau intercommunicationnel et au niveau de l'identité, c'est quelque chose d'essentiel. Et je suis de ceux qui considèrent que notre pays ne fait pas suffisamment d'efforts pour aller dans ce sens de l'intercommunication entre les autres. Vous me direz, on a 60 mais quelle langue choisir? Détail, c'est un détail technique qui peut se résoudre. Prenez le français. Lorsque François Ier décide d'imposer le français comme langue dans son royaume, à cette époque-là, la France comprenait 1000 patois, dialectes, machin, etc. Mais progressivement,
la langue française, c'est-à-dire la langue de l'île de France, du domaine du roi, s'est imposée parce qu'on a dit, bon, à partir de maintenant, si tu veux faire un papier, si tu veux faire une requête au roi, il faut faire ça dans sa langue, dans la langue du roi. Le roi, quand il prend un édit, il fait dans sa langue. À vous de vous débrouiller pour comprendre. Mais en même temps, on a demandé aux intellectuels d'écrire beaucoup dans la langue du roi. Et c'est la langue la plus courante, celle dans laquelle on a traduit la Bible, dans laquelle on écrit les romans, etc., qui finit par l'emporter. Vous allez au Sénégal. Au Sénégal, tout le monde n'est pas wolof. Il y a plusieurs langues au Sénégal. Mais les gens ont pris l'habitude d'utiliser cette langue commerciale qui finit par s'imposer. Vous voyez un Sénégalais, il va vous parler wolof, tout en étant tout couleur, ou tout en étant sérère. Donc, il y a des aspects techniques qui peuvent se résoudre. L'essentiel, il faut choisir de faire apprendre au moins une langue à ton enfant. Je vois beaucoup de cadres de ma région, de Daloa, beaucoup de cadres. Monsieur et madame sont bêtés et les enfants ne savent pas parler bêtés. Mais je prends le cas de certains de mes neveux, père et mère, machin, ils ne comprennent pas. Tout simplement parce que nous ne leur avons pas appris. En Côte d'Ivoire, il y a eu des travaux, il y a eu des tentatives avec, je vais citer deux noms rapides, Madame Bréhy, qui a essayé de déposer des ouvrages, qui a mis des ouvrages à disposition. Il y a le très long combat de plus de 3 décennies du professeur Jérémy Kouadio. Et tout cela n'a pas suffi au point où ces deux acteurs techniques ont presque baissé les bras. Qu'est-ce qui manque à la langue de substitution? Il y a une langue qui est en train, je ne parle pas des langues abé, atché, je parle par exemple du français populaire ivoirien, ce nouchi qui est urbain, mais que la population ivoirienne s'accapare, qu'il soit ivoirien. Est-ce qu'on ne peut pas faire confiance à cette langue dynamique-là que tout le monde comprend, surtout que 75%, je dis beaucoup de choses en même temps, mais 75%, 80% de la population ivoirienne est jeune. Première chose, en Côte d'Ivoire, on ne peut pas reprocher aux intellectuels ivoiriens de n'avoir pas mis à la disposition des autorités les instruments d'une politique linguistique nationale. Toutes nos langues ont été décrites par l'Institut de linguistique appliquée. Toutes nos langues, vous avez des dictionnaires, des syllabaires, des grammaires, etc. Vous faites bien de citer des acteurs principaux, Madame Dréhy, éditrice, propriétaire des éditions Edilis, qui a tous les manuels dans toutes nos langues. Jérémy Kouadio, qui est un de mes collègues de la SCAD, fait un travail fantastique. Et à l'université, il y a des langues qui sont apprises. À l'université. À l'instigation de ce... j'ai failli dire de ce jeune homme, c'est mon comme de mon petit frère. Mieux, le professeur Saliou Touré a lancé une initiative dans le nord de la Côte d'Ivoire. Depuis
le CP1 jusqu'au CM2, les enfants de Couteau, Bon, Colia ils apprennent tout en Chénoufo et en Malinké. Ça a duré le temps nécessaire. Et quand ils arrivent au CM2 et qu'on commence à leur apprendre le français, au CM1, ils apprennent CM1, CM2, ils apprennent le français, ils passent l'examen 100% chaque année. C'est à partir de ces exemples-là que j'ai voulu, en son temps, faire l'expérience dans une centaine d'écoles primaires. Donc, la chose est faisable. Vous citez le cas du Nouchi. C'est un pis-aller, c'est parce que souvent ce sont les gens qui comprennent mal le français qui complètent en utilisant des expressions ou des mots de la langue, ou de la langue voisine qu'ils connaissent. Donc, dans le Nouchi, vous avez du Malinké, du Gouro, du Bété, enfin, tout, n'importe quoi. Et tous les jours, on change, on crée un mot. C'est dynamique. Mais c'est urbain. C'est urbain. C'est citadin. Ce sont les citadins. À Bobo, on ne parle pas Nouchi. Moi-même qui suis là, je ne parle pas Nouchi. Je ne comprends pas Nouchi. Non. Pourquoi aller chercher loin? C'est que tu as tout près. Le baoulé, tu parles baoulé. Le djoula, tu parles djoula. Ça est là. Apprends. Pourquoi tu vas aller prendre le Nouchi? Or, dans le djoula ou dans le Yakuba que tu es en train d'apprendre, il y a une mine d'or. Celle de la culture, celle des valeurs profondes de cette société qui est ta société. C'est ça. Nous n'allons pas nous lancer dans une alphabétisation en Nouchi. Ça n'a aucun sens. Ils ne sont pas créoles. Ils ne sont pas antillais. Ils sont ivoiriens. Pourquoi tu as ça sous la main? Pourquoi tu ne le fais pas? Et je dois dire, excusez-moi d'être un peu véhément, je dois dire que les autorités ivoiriennes, depuis longtemps, n'assument pas leurs responsabilités nationales sur ce terrain. Je le dis sans jeter la pierre à qui que ce soit, parce que j'ai moi-même été membre de cette classe politique. Je pense que nous devons faire le saut de faire apprendre nos langues à nos enfants d'abord. Sinon, nos langues vont disparaître. Hein? Les langues disparaissent. Aujourd'hui, est-ce que vous entendez le moi? Ah ben, vous n'avez même pas entendu d'où ça... C'est une petite communauté qui se trouve à la jonction des Gouro et des gens de Makono. C'est là-bas qu'il y a eu le Goïtafla, la région de Goïtafla. C'est là-bas qu'on a trouvé les sculptures en pierre qui ne datent pas d'hier, mais qui datent du XIe siècle, au moins. Et qui est le produit de cette culture. Mais aujourd'hui, la langue a disparu parce que les gens ne parlent plus. Ils parlent plus Gouro ou bien Woroduguka. Vous voyez? Donc, faisons attention. Les responsables sociaux et politiques, les intellectuels que nous sommes,
devons tout faire pour que nos langues vivent, pour que nos langues puissent être apprises de nos enfants et petits-enfants, pour que nos langues puissent demain continuer d'être la sève de la culture ivoirienne. Et cette culture ivoirienne est riche. Si nous ne faisons rien, elle va disparaître. Nous vous entendons bien, professeur, et ça va nous permettre justement d'entrer maintenant dans le deuxième volet de notre entretien, qui est l'introduction des cultures indigènes dans le système éducatif. Vous avez été partie prenante de ce système éducatif, même pas seulement quand vous étiez ministre, parce que vous avez été professeur d'histoire, et puis vous avez formé des professeurs d'histoire, puisque vous étiez à l'ENA, donc vous étiez inscrits dans la transmission. Tout à fait. Après cela, vous avez été ministre, pas un ministre compétent, vous avez engagé des réformes. Ma première question va être, selon vous, comment les cultures endogènes peuvent intégrer de manière vraiment efficace les programmes scolaires, sans que ce soit instrumentalisé. Tout à fait, parce que tout à si on fait. dit, bon, on prend plus le bourreau, faut pas, bon, je ne veux pas que ce soit politisé, mais comment on peut le faire de façon efficace? Et puis, est-ce que, vous avez nous dit au passage, si vous avez tenté, si vous avez tenté, à quelle difficulté vous êtes heurté? Il faut d'abord croire en la validité de nos cultures endogènes. Si vous n'y croyez pas, si vous considérez que c'est de la sauvagerie, vous n'avez aucun intérêt à introduire cela. Si vous pensez que c'est du passé, vous n'avez aucun intérêt à introduire ça. Donc, il faut d'abord y croire. Deuxièmement, il faut se dire qu'il s'agit d'un plus que vous voulez apporter à notre société contemporaine. C'est un plus. Elles existaient, elles ont subi les matraquages de l'époque coloniale et de l'époque immédiatement post-coloniale, mais on se rend bien compte que si nous ne voulons pas que, comme on le voit aujourd'hui déjà, si nous ne voulons pas que l'appréciation qu'on porte sur un individu ne porte pas que sur le poids de son porte-monnaie, mais plutôt sur sa valeur intrinsèque, sa valeur d'être humain. Alors, on doit pouvoir avoir le courage d'élaborer une stratégie d'intégration des cultures endogènes dans les systèmes. Vous avez rappelé que j'ai été partie prenante déjà par mon métier. De ce point de vue, je n'ai aucun problème parce que, étant partisan de ce que les traditions orales apportent beaucoup à la connaissance de l'histoire passée de l'Afrique, j'ai initié mes étudiants souvent à la tradition orale en allant sur place, en faisant des sorties, etc., pour enquêter, entendre les gens raconter l'histoire de leur village, de leur communauté, dans leur langue, et on traduit après. En tant que ministre, c'était différent.
Parce que il fallait d'abord partir d'expérimentation. Les expérimentations étaient sous la main. Élaborer un argumentaire pour le Conseil des ministres, lequel Conseil des ministres rend bien compte des forces contraires dans la société. Vous avez des ministres qui sont d'accord avec votre argumentaire, d'autres qui sont contre. D'autres qui vous disent, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de venir nous parler nos langues là où on doit plutôt apprendre à nos enfants à parler l'anglais, l'allemand, le russe, le chinois, etc. Qui vient nous dire qu'il faut leur apprendre le bété, le Yakuba, le baoulé, etc. C'est passé ça. C'est passé. Donc, cette force contraire a été longtemps plus forte. C'est comme ça qu'on a rejeté ma proposition. On m'a dit, bon, si tu veux, tu peux faire l'alphabétisation des adultes dans leur langue, là, puisqu'ils n'ont pas été à l'école. Pour qu'ils se rattrapent, qu'ils puissent... Vous leur apprenez dans leur langue. Sinon, pas question de le faire. C'est ce qu'on voit. Or, dans les autres pays africains, au Ghana, tout près, Nigeria, au Burkina, au Mali, au Sénégal, en Guinée, etc. Les gens commencent à prendre possession de leur langue et de leur culture et d'être plus respectés que nous. Un Français va venir, il va dire, mais qu'est-ce qu'on peut avoir ici? Hein? Tout le monde parle français, un français bâtard, pidgin, français, noussi, noussi. Une sous-culture. On ne vous respecte pas. Au lieu d'apprendre le Yakuba, le Kulango, vous allez apprendre bientôt le chinois, le mandarin. Vous savez comment les Chinois font, eux? Qu'est-ce que vous allez apprendre là-bas? Vous savez comment ils font? Si vous n'atteignez pas un certain niveau, il y a des formes d'écriture auxquelles vous ne pouvez pas accéder. Idem au Japon, idem en Corée du Sud. Ce qu'on va vous apprendre ici, là, c'est pour que vous achetiez plus facilement les produits chinois, produits japonais et autres. C'est tout. Pas la culture. Pas la culture, pas la technologie. Parce que pour que vous atteigniez ce point-là, il faut que vous appreniez longtemps. Mais vous, à l'inverse, vous allez apprendre. Vous allez leur apprendre quoi? Vous croyez que les Chinois, ils apprennent le Yakuba? Pourquoi vous voulez être dans cette logique de dépendance? La colonisation ne vous a pas suffi. Vous voulez être toujours le dos courbé. Quel jour allons-nous être dans le lot des populations qui se battent pour la dignité des nègres? Quel jour? Ça commence par ça. Respectez vos propres cultures d'abord. Je fais de mauvaise foi volontairement. Votre argumentaire est tellement bien mené, c'est tellement clair. Je vais vous faire le reproche, je suis de mauvaise foi volontairement, c'est que vous disiez les choses. Je fais le reproche, ça n'a pas été assez convaincant. Je veux dire, au niveau de... C'est pas de la mauvaise foi. Hein.
vous avez parfaitement raison. J'ai dit, vous avez parfaitement raison parce que en son temps, je me suis découragé vite. Je me suis dit, bon, comme on dit qu'on ne veut pas, on va laisser. Mais pourtant, j'ai raison, hein. Mais un peu la position de Galilée. Quand Galilée a découvert que la Terre tournait autour du Soleil, il a dit ça, on dit, on va le... Il dit, bon, d'accord, je retire ce que j'ai dit. Mais pourtant, je crois que j'ai raison, hein. C'est un peu ça. Le manque de courage, c'est sûr. Je dois dire qu'en son temps, j'ai manqué de courage. Après, il y a le jeune Amani qui m'a remplacé, qui lui avait voulu aller plus loin. Bon, manque de peau, bon, il n'est pas resté longtemps. C'est tombé à l'eau. Au jour d'aujourd'hui, le ministère de l'Éducation nationale est aussi ministère de l'alphabétisation. Je me dis que bon, peut-être, il y a quelque chose qu'ils vont faire. Donc, on attend. Ils ont eu leur état généraux il n'y a pas si longtemps. Je me dis, on va attendre qu'ils fassent quelque chose en ce domaine. Donc, j'attends. Si l'on me demande mon point de vue est celui de faire apprendre nos langues d'abord à nos enfants et petits-enfants. Pour moi, mes petits-enfants. Professeur, on sent là une rupture, parce que les jeunes n'ont pas cela comme préoccupation. Vous avez vu, c'est normal. Oui, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour surmonter justement la rupture? Je suis un peu gêné par cette question. Parce que nous sommes un peu tous responsables. À mon avis, il faut d'abord réconcilier les familles avec nos cultures endogènes. Il faut réconcilier l'école avec la société réelle. Et il faut réconcilier notre perception du progrès avec notre marche au progrès. Nous percevons le progrès comme l'adoption de tout ce qui vient de l'Occident, y compris toutes les méthodes de blanchiment d'argent, l'homosexualité et autres. Une fois qu'on a réconcilié ces entités, il faut passer à la réalisation concrète de l'objectif qu'on se donne d'être ivoirien ou malien ou ougandais ou sud-africain, non pas par rapport au degré d'adoption des cultures occidentales, mais par rapport à ce que nous apportons, nous-mêmes, nous, en tant que peuple, en tant qu'État, en tant que société, à la culture universelle. Parce qu'il s'agit de l'apport que nous pouvons faire. Si nous n'apportons rien, nous sommes dans la position de consommateur.
Nous sommes dans la position de consommateur de ce que les autres réussissent. Et c'est tout. Et qui est consommateur est donc sous domination. Il faut sortir de la domination culturelle. Or, nous avons énormément de quoi faire pour sortir de cette domination. Pour faire en sorte que nos enfants ne soient pas uniquement à la merci de ce que j'appelle la culture du Coca-Cola. C'est notre faute si nos enfants ne pensent qu'à acheter du hamburger. Ici encore, ça ne se voit pas beaucoup parce qu'il y a le Garba qui est là. Mais, regardez, je prends un cas bête, la Tchéquée. La Tchéquée vient d'être inscrite au patrimoine mondial. Est-ce que ce n'est pas une fierté pour nous? Ce n'est pas une fierté pour les Ivoiriens de voir que leur Attiéké qu'ils prennent pour, comme dirait l'autre, pour ça fait rien, ça fait partie de la richesse du monde. C'est ça qu'on attend du peuple ivoirien, qu'il y ait d'autres choses qu'ils apportent à la civilisation humaine.